Ce matin-là, une enveloppe oubliée sur la table basse, une tache de café séchée à côté, a fait remonter une anxiété sourde. Une question qui me rongeait depuis des semaines sans que je puisse la formuler. Mes doigts tremblaient en attrapant le papier rugueux. Un document bancaire, apparemment anodin, mais dont la simple présence réveillait des échos de panique oubliés. Qu'est-ce que ce bout de papier signifiait vraiment dans le labyrinthe de ma mémoire défaillante? Et pourquoi mon cœur se serrait-il ainsi, comme si une catastrophe silencieuse s'était déjà déroulée, juste hors de ma portée cognitive? Était-ce le signe, avant-coureur d'une vérité trop lourde à porter, ou simplement une autre farce de mon esprit vieillissant? Mon histoire, ou ce qu'il en reste dans les recoins brouillés de ma mémoire, commence il y a environ 3 ans, avant que le brouillard ne s'épaississe. J'avais toujours été une femme d'ordre, méticuleuse, ayant bâti une petite fortune avec mon défunt mari, Arthur. Notre maison, nos économies, étaient le fruit d'une vie de travail acharné, destinée à notre unique fille, Marianne, et à ses enfants. Mais les petits oublis avaient commencé, insidieux, se glissant, d'abord comme des grains de poussière sous le tapis, puis devenant des monticules de sable. J'oubliais où j'avais mis mes clés, le nom d'un voisin que je croisais chaque jour, la raison pour laquelle j'étais entrée dans une pièce. Marianne s'inquiétait, c'est vrai. Au début, elle me regardait avec des yeux remplis d'une tristesse mêlée d'impatience. Son mari, Antoine, mon gendre, était toujours là, et charmant, souriant, toujours prêt à aider sa chère belle maman. Il se proposait pour régler mes factures, pour gérer mon courrier, pour m'accompagner à la banque. « Maman, tu as tellement de choses en tête. Laisse Antoine s'en occuper. Il est si doué avec les chiffres, » disait Marianne, son ton souvent teinté d'une lassitude que je sentais poindre. Et moi, dans ma confusion grandissante, j'étais reconnaissante. Je lui faisais confiance, à cet homme, aux allures si protectrices, si dévoué. J'étais vulnérable, et il le savait. J'ai signé des papiers, beaucoup de papiers, souvent sans les lire attentivement, parce qu'ils me pressaient. Juste une formalité, maman, pour faciliter les choses. Mes lunettes, parfois, ne me permettaient plus de déchiffrer les petits caractères, où ma tête me tournait, et il me disait « Ne t'inquiète pas, c'est juste la routine ». Je croisais mes amis moins souvent. Mes anciennes habitudes de promenade au marché, de visite à ma meilleure amie Hélène, diminuaient. Marianne disait que je fatiguais vite, qu'il valait mieux que je reste au calme. Antoine acquiesçait, son regard parfois un peu trop insistant. J'ai commencé à me sentir comme une pièce de musée, fragile, sous cloche, mais aussi un peu prisonnière. Le premier vrai signal d'alarme, un hurlement silencieux dans ma tête, fut la disparition de mon carnet de chèques. Je savais, au fond de moi, que je l'avais posé sur la commode de l'entrée après avoir payé le jardinier. Mais il n'était plus là. J'ai cherché frénétiquement, fouillant chaque tiroir, chaque recoin. Ma panique montait, une vague froide qui me glaçait les membres. J'ai appelé Marianne, ma voix tremblante. « Je ne trouve plus mon carnet de chèques. Chérie, je suis sûre de l'avoir mis ici. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis sa voix, un peu trop douce, un peu trop patiente. « Maman, ne t'inquiète pas. Antoine a dû le prendre pour faire quelques courses pour toi. Il le gardera en sécurité. Tu sais, parfois tu le perds. Ce n'est rien. » Mon cœur, malgré tout, n'était pas apaisé. Ce tu le perds, ce n'est rien, résonnait comme une justification à mes faiblesses. Une façon de me dire que ma perception n'était plus fiable. Quelques semaines plus tard, c'est Hélène, ma confidente de toujours, qui a mis le doigt sur quelque chose. Elle m'avait appelée, sa voix hésitante. « Je suis passée devant chez toi, Geneviève, et j'ai vu des ouvriers sortir des meubles. Des objets qui te tenaient à cœur. Et me semble-t-il, est-ce que tu déménages ou fais des rénovations? Tu ne m'as rien dit. » Mon sang s'est glacé. Des ouvriers, des meubles. J'avais une vague image de carton, de poussière, mais je n'avais pas de souvenir clair de les avoir autorisés. J'ai répondu avec un rire nerveux. « Oh,
Ce sont juste de vieilles choses dont je voulais me débarrasser. Tu sais, faire un peu de place. Hélène semblait sceptique, mais n'a pas insisté. Après l'appel, j'ai erré dans ma maison que je connaissais par cœur, cherchant un signe de ces vieilles choses disparues. Un grand tableau de mon grand-père, un secrétaire ancien que j'avais hérité, n'était plus là. Un vide béant dans le salon, un autre dans mon cœur. Quand j'ai interrogé Antoine et Marianne, ils ont haussé les épaules. C'étaient de vieux meubles qui prenaient de la place. Maman, on les a donnés à une association. Tu as même signé les papiers pour la donation. Tu ne te souviens vraiment pas. C'est dommage. Leurs regards se croisaient, complices, ou du moins, c'est ce que je ressentais dans mon flou. Mon sentiment d'être une étrangère dans ma propre vie s'est intensifié. Les jours se sont transformés en semaines. Les semaines en mois. Mon autonomie s'amenuisait. Antoine et Marianne avaient de plus en plus le contrôle de ma vie. Je ne conduisais plus. Trop dangereux. Maman, avec tes étourderies. Mes cartes bancaires étaient en sécurité chez eux. Mes livres de compte, autrefois méticuleusement tenus, avaient disparu. On gère tout pour toi. Maman, ne te tracasse pas. La solitude s'est installée, pesante. Les rares fois où j'osais demander des explications sur mes finances, Antoine devenait évasif, ou Marianne me regardait avec une pitié exaspérée, comme si j'étais un enfant capricieux. Maman, tu te fais du souci pour rien. Tout est en ordre. On s'occupe de tout. J'étais prise dans une toile d'araignée invisible. Chaque fil de mon existence lié à leur volonté, mon esprit, parfois clair, comme une source, me soufflait des alertes, des pressentiments. Mais le brouillard revenait toujours, éteignant ses lumières fugaces. Un après-midi, alors qu'Antoine et Marianne étaient partis faire des courses, j'ai eu un moment de lucidité inattendue, une étincelle presque douloureuse. Je me suis retrouvée devant le bureau d'Arthur, mon mari, intact, tel qu'il l'avait laissé. J'ai touché du bout des doigts sa plume, son presse-papier en marbre. Et là, dans un tiroir secret, sous une pile de vieilles lettres d'amour, j'ai trouvé une pochette en cuir, un peu oubliée. Elle contenait des documents anciens, des copies de titres de propriété, des relevés bancaires vieux de plusieurs années, mais surtout, une copie de mon testament, rédigé bien avant ma maladie, avec la signature claire et nette de mon notaire, Maître Dubois. C'était un trésor inestimable de clarté dans mon chaos. Je l'ai serré contre moi, comme un naufragé sa bouée. J'ai passé des heures à comparer ma signature sur d'anciens documents avec celle sur de récents papiers qu'Antoine m'avait fait signer. Les premières étaient fermes, régulières, pleines de caractère. Les secondes, hésitantes, tremblantes, presque enfantines. Mais ce n'était pas la pire découverte. En dessous de ces signatures mal assurées, il y avait d'autres signatures, plus régulières, plus similaires à ma vraie signature, mais avec de légères variations, des imperfections subtiles qui ne correspondaient pas exactement à ma main, comme si quelqu'un avait essayé de l'imiter, encore et encore, avec une dextérité croissante. Une sueur froide a inondé mon dos. Le tremblement qui avait commencé dans mes mains s'est étendu à tout mon corps. C'était trop évident, trop flagrant. Mon gendre, Antoine, était un excellent imitateur. Il ne m'avait pas seulement fait signer des papiers sous la contrainte de ma confusion, il avait aussi forgé ma signature. Des dizaines de fois. Sur quoi? Je ne savais pas encore. Mais la certitude était là, mordante. La pochette contenait également les coordonnées de Maître Dubois, le notaire. C'était ma chance, ma seule ancre. Je devais agir. Et vite, avant que ce moment de lucidité ne s'envole. Je me suis habillée avec mes meilleurs vêtements, cherchant une dignité perdue. J'ai caché la pochette sous mon pull, le cœur battant à tout rompre. J'ai appelé un taxi. Une action simple, mais qui me semblait monumentale. Une véritable évasion. Arrivé devant l'étude de Maître Dubois, mon courage faiblissait. Et s'ils me prenaient pour une folle? Et s'il était de leur côté? Et s'ils ne me croyaient pas? Mais l'image d'Arthur,
et son regard protecteur dans la photo sur mon chevet m'a donné la force d'entrer. Maître Dubois était un homme âgé, aux cheveux blancs, avec un regard perçant mais bienveillant. Il m'a reconnu, non sans une certaine surprise. « Madame Dubois, quelle bonne surprise. Marianne ne m'a pas dit que vous viendriez. Comment allez-vous » Sa question, formulée avec une politesse convenue, m'a frappé de plein fouet. Marianne lui parlait donc. Avait-il un arrangement ? Mon esprit paniquait. Mais je me suis forcée à rester calme. J'ai sorti la pochette, mes mains tremblantes. « Maître, je crois qu'il y a un problème grave. Je crois que mon gendre, Antoine, est en train de me voler. Il forge ma signature. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Il a pris les documents, ses yeux parcourant rapidement les copies, puis s'arrêtant sur les signatures récentes. Son visage s'est assombri. Il a comparé, avec une loupe, la signature du testament original avec celle des faux documents. C'est une affaire très sérieuse. Madame Dubois, ces signatures, elles sont effectivement suspectes. Très suspectes. Son ton était grave, et je savais que j'avais sa confiance. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus seule dans ma lutte. Maître Dubois m'a écouté pendant plus de 2 heures. J'ai raconté les oublis, l'isolement, les meubles disparus, les papiers signés à la hâte. Il a pris des notes méticuleuses, posant des questions précises, avec une patience infinie. Il a confirmé que ma maison avait été vendue, ainsi que notre propriété de campagne, et que les fonds avaient été transférés sur un compte dont Antoine était le seul bénéficiaire. C'est une spoliation en bonne et due forme. Madame Dubois, une fraude préméditée, profitant de votre état de santé. Et le plus troublant, c'est que votre fille, Marianne, semble avoir joué un rôle passif, voire complice, dans cette affaire. La douleur de ces mots était une brûlure profonde. Ma propre fille, celle pour qui j'avais tout fait, tout sacrifié. Comment avait-elle pu laisser cela se produire? Comment avait-elle pu y participer? L'affaire a commencé. Ce fut une épreuve longue et douloureuse. La bataille juridique était une montagne à gravir. Chaque étape un rappel cuisant de la trahison. Antoine, avec son visage de gendre idéal, a nié en bloc, clamant que j'étais confuse, délirante, que j'avais signé volontairement tous les documents, lui ayant donné ma bénédiction pour gérer mes affaires dans ma vieillesse. Il a même produit des témoignages de personnes que je ne connaissais pas, affirmant que j'avais exprimé ma volonté de lui céder mes biens. Marianne, quant à elle, était étrange. Elle évitait mon regard. Ses réponses étaient hésitantes. Parfois, une lueur de remords traversait ses yeux, mais elle s'évanouissait vite, remplacée par la loyauté envers son mari. Ou peut être la peur de sa colère. Elle affirmait qu'elle n'avait rien su des agissements d'Antoine, qu'elle lui faisait une confiance aveugle. Une mère sait quand son enfant ment. Et je savais, au fond de mon cœur brisé, qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle le prétendait. Les experts en graphologie ont été formels. Les signatures sur les actes de vente et les transferts de fonds n'étaient pas les miennes. C'étaient des imitations habiles, mais des imitations. La preuve était irréfutable. Mais la justice, même avec les preuves, est lente et impitoyable. Chaque audience était une torture. Mes souvenirs fragmentés étaient remis en question. Ma dignité piétinée. Je me sentais nue devant le monde. Une vieille femme fragile, dont la mémoire luttait contre la perfidie. Maître Dubois était mon roc. Mon avocat infatigable. Luttant pour moi avec une ferveur que je n'aurais jamais pu espérer. Les autres membres de ma famille, mes quelques cousins, ma nièce, éloignés, ont pris leur distance. La rumeur de ma sénilité s'était répandue, alimentée par Antoine et Marianne, qui avaient savamment dressé un tableau de ma démence. Ils m'ont cru folle, ou ils n'ont pas voulu s'en mêler, effrayés par la complexité de l'affaire ou par la réputation d'Antoine. Si bien établie, Hélène, ma fidèle Hélène, était la seule à rester à mes côtés, me visitant régulièrement, m'apportant son soutien silencieux et sa présence apaisante.
Elle était ma seule bouée de sauvetage dans l'océan de ma solitude. Le procès a culminé dans une journée froide et grise, comme un reflet de mon âme. Antoine était assis en face de moi, son avocat à ses côtés, son visage une masque de fausse innocence. Marianne était assise en retrait, les yeux rivés au sol. Lorsque le juge a prononcé le verdict, coupable, un soupir de soulagement a traversé la salle. Antoine a été condamné pour abus de faiblesse et faux et usage de faux. Une peine de prison et l'obligation de me restituer l'intégralité des biens spoliés. Ce n'était pas une victoire joyeuse, mais une justice amère. Après le verdict, j'ai cherché Marianne du regard. Elle a finalement levé, les yeux vers moi. Ses yeux, rougis par les larmes. Un mélange de honte et de tristesse. Elle s'est approchée, hésitante. Sa voix à peine un murmure. « Maman, je suis tellement désolée. J'ai été aveugle. J'ai été faible. Il m'a manipulée aussi. Il m'a promis monts et merveilles, une vie meilleure. Et j'ai cru que c'était pour ton bien aussi. » Au fond, ces mots sonnaient creux, mais je voyais la souffrance dans son regard. Le pardon est un chemin difficile, surtout quand le cœur est brisé par la chair de sa chair. J'ai juste hoché la tête, incapable de dire un mot. La douleur était trop profonde, le fossé trop grand pour être comblé par de simples excuses. Elle avait fait un choix qui m'avait coûté ma dignité et presque tout ce que je possédais. La restitution des biens a été un processus complexe. Les avocats ont travaillé sans relâche pour récupérer ce qui pouvait l'être. Ma maison m'a été rendue, mais elle n'était plus la même. Le jardinier n'était plus là, les fleurs avaient fané, et les souvenirs de ma vie avec Arthur s'y étaient évaporés, remplacés par les fantômes de la trahison. Le sentiment de sécurité avait disparu, remplacé par une méfiance permanente. J'avais gagné la bataille juridique, mais j'avais perdu ma confiance, ma fille, et une partie irréversible de moi-même. Aujourd'hui, je vis seule dans ma grande maison, retrouvée. Ma mémoire est toujours capricieuse. Parfois un nom m'échappe, parfois un souvenir entier. Mais j'ai appris à vivre avec. Maître Dubois continue de veiller sur mes affaires. Et Hélène est toujours ma plus fidèle amie. Marianne me rend visite parfois, toujours avec cette lueur de remords dans les yeux. Nos conversations sont tendues, remplies de non-dits, d'un passé qui nous ronge. Je vois la mère que j'ai été, pleine d'amour et de sacrifice, et la femme que je suis devenue, marquée par la trahison. J'ai réalisé que l'amour familial, même le plus profond, n'était pas une garantie contre la cupidité et la faiblesse humaine, que les cicatrices les plus profondes ne sont pas celles que l'on voit sur la peau, mais celles gravées dans l'âme par ceux que l'on aimait le plus. Mon histoire est un rappel douloureux de la vulnérabilité de la vieillesse, de la facilité avec laquelle on peut être manipulé quand l'esprit faiblit, et de l'importance de garder un œil ouvert, même sur les plus proches, mais aussi de la résilience de l'esprit humain, capable de se relever même après la plus sombre des trahisons. Je regarde le soleil se lever chaque matin, et malgré tout, je trouve encore la force d'espérer, de croire qu'il y a une lumière même après les ténèbres les plus profondes.